Parfait, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, webinaire organisé par DLR avec la participation de l'assurance maladie. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on voit comment vous pouvez financer vos actions de prévention grâce à la CNO DLR, qu'on voit quel est son fonctionnement et les retours d'expérience de deux de nos adhérents qui ont pu déjà en bénéficier. Avant de commencer, je rappelle un petit peu quelques règles. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir couper son micro et sa caméra pour sauvegarder tout ce qui est bande passante et également éviter qu'il y ait des échos. Dans un premier temps, je vais laisser les participants se présenter. Donc, je vais commencer peut-être par Monsieur Fougerouz. On ne vous entend pas, Monsieur Fougerouz? Votre micro est coupé. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, excusez-moi d'avoir coupé le micro. François Fauchereau, je suis ingénieur conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie, en charge des activités de prévention pour les métiers de tous les secteurs commerce et industrie alimentaire, pour à peu près 4 millions de salariés sur les 16 millions couverts par l'assurance maladie risque professionnel. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai plusieurs missions. J'anime le paritarisme autour de la prévention. Et donc, c'est dans ce cadre aussi que je suis présent aujourd'hui avec vous. Relation vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des salariés, avec pour objectif d'une part, de définir les règles de prévention qui peuvent permettre d'améliorer les situations des entreprises et d'autre part, de définir éventuellement les aides pour accompagner les entreprises et par ailleurs aussi pour déterminer le taux de cotisation annuel qui permet à l'assurance maladie de couvrir, de faire ses prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Deuxième mission, c'est animer le réseau des préventeurs des caisses régionales, des CARSAT ou de la CRAMIF, un réseau de préventeurs des ingénieurs et des contrôleurs de sécurité. Et troisième niveau, des discussions avec l'État, là encore pour un certain nombre de règles du jeu, et notamment avec le ministère du Travail. Voilà, donc j'interviendrai pour vous expliquer ce qu'il en est du rôle de l'assurance maladie et puis ensuite pourquoi nous faisons cette CNO et comment nous faisons des contrats de prévention. Merci. Madame Dury. Bonjour, Christine Dury. Je suis dirigeante d'une société de location de matériel de travaux publics, CFE Location, membre du DLR, et nous avons donc bénéficié d'une subvention de la CRAMIF dans le cadre de la construction d'un nouvel atelier de maintenance-réparation de nos engins. Donc, c'est un projet qui a eu lieu sur 2019-2020. Merci. Je vais faire présenter Monsieur Berthaud. Donc, il y a quelques soucis de micro, donc on va essayer à travers mon téléphone. N'hésitez pas à dire si ça fonctionne mal. Allez-y, Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, non, j'ai l'impression que ça va faire trop d'écho. Il faut que, Philippe, vous coupiez le son de votre ordinateur avant de parler. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je pense que c'est mieux maintenant. Allez-y, Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on entend. Hein. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller, Philippe. Très bien. Alors, je suis désolé pour ces petits problèmes techniques. Donc, je suis Philippe Berthaud. Je suis responsable sécurité, environnement, qualité pour le groupe Avelo. Donc, nous sommes distributeurs, loueurs, réparateurs d'engins de travaux publics, une partie location, MLOC, une partie distribution, SMTP. Et c'est dans le cadre d'une activité de location, dans des agences de location qui se situent à Saran, à Châteauroux et à Bourges, que nous avons eu l'opportunité de solliciter une demande de subvention auprès de la CARSAT pour la mise à disposition de gerbeurs.
Donc des gerbeurs, ce sont des équipements de manutention avec des fourches. Et nous avons pu, via cet outil, financer l'acquisition à hauteur de pratiquement 40% de ces 3 gerbeurs sur 3 agences de location. On verra les détails dans un second temps. Philippe, merci. Je vous reprends tout à l'heure. Alors justement, la présentation de ce webinaire, on va la faire en 3 temps forts. D'abord, M. Fougerousse va nous présenter l'assurance maladie, risques professionnels et surtout les programmes d'incitation financière. Ensuite, on fera les retours d'expérience justement de Mme Dury et de M. Berthaud. Et on finira par un temps de questions-réponses. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat. Je relèverai ces questions et on y reviendra en fin de webinaire. Merci à tous encore une fois. Et Monsieur Fougereau, je vous laisse la main pour présenter votre partie. Très bien, je vous remercie. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous dire quelques mots. Vous voyez bien la projection d'abord? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, pour vous dire quelques mots d'abord de l'assurance maladie, risque professionnel. C'est votre assureur solidaire des risques professionnels qui a été créé en 1947 et qui est donc inscrit dans l'article 111 du Code de la sécurité sociale. Donc le principe de cet assureur, c'est qu'il est obligatoire d'une part et que d'autre part, donc, les remboursements d'indemnités journalières en particulier sont basés sur vos cotisations. Nous avons donc 3 missions, donc prévenir les accidents du travail, faire de la réparation, c'est-à-dire prendre en charge les coûts liés aux accidents du travail et les maladies professionnelles, et puis donc tarifer les entreprises en fonction des risques réels d'une branche. Donc les taux de cotisation sont variables d'un secteur à l'autre en fonction de la sinistralité. C'est pour ça que c'est un indicateur important à suivre lorsqu'on se préoccupe de la santé au travail et donc pour voir un petit peu si les entreprises et si son entreprise se situe plutôt au-dessus ou en dessous des risques de sa profession. Deuxième principe, l'assurance maladie est basée sur le paritarisme, à savoir qu'elle est gérée de façon paritaire par les employeurs et les salariés au sein du conseil d'administration des accidents du travail et de maladies professionnelles, la CATMP, qui fonctionne à travers 9 comités techniques nationaux qui sont en charge d'analyser toutes les problématiques de santé au travail concernant les secteurs dont ils s'occupent. Et vous, DLR, vous êtes dépendant du CTNG Commerce. Deuxième principe, c'est le financement par les employeurs. Depuis plus d'un siècle maintenant, à partir du moment où on a un accident qui est reconnu comme accident du travail, son coût est intégralement pris en charge par les employeurs. Et donc, troisième élément, décentralisation. La Caisse nationale d'assurance maladie est un organisme national qui délègue ses actions au niveau des caisses régionales. C'est important pour le fonctionnement de la CNO, dont on va parler tout à l'heure. Que dire d'autre si ce n'est que nous travaillons dans le cadre des plans nationaux de santé au travail définis par le ministère du Travail, donc, qui nous définit nos orientations annuelles en matière de prévention, enfin plus exactement sur 5 ans, à travers une convention d'objectifs et de gestion avec l'État qui donc fixe l'enveloppe dans laquelle qui fixe notre politique de prévention d'une part et les moyens qui sont à notre disposition pour mener cette politique de prévention. Ce qui est à savoir, c'est que l'assurance maladie et risque professionnel est une des 4 branches de la sécurité sociale, la plus petite, puisqu'elle pèse 13 milliards d'euros en matière de cotisation et de réparation. Mais par contre, ce que tout le monde ignore, c'est qu'elle est, équilibrée en termes de recettes et de dépenses, voire même légèrement bénéficiaire. Ce qui lui permet de faire des actions de prévention auprès des entreprises, puisqu'avec ces excédents, on dégage des aides possibles. Deuxième point, donc l'autre mission, cette fois-ci de prévention des risques professionnels, elle a pour but donc d'améliorer la situation en matière des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et actuellement, nous avons plusieurs problématiques prioritaires. La problématique des troubles musculo-squelettiques et des lombalgies, dont vous êtes concerné en ce qui concerne votre profession. La problématique des chutes, vous êtes concerné aussi. La problématique des risques chimiques,
Vous êtes concerné aussi notamment avec tous les gaz d'échappement. Et puis ensuite, une approche TPE. Et là aussi, vous êtes pour beaucoup des entreprises de petite et moyenne taille. Donc, votre secteur rentre dans les priorités de l'assurance maladie risque professionnel, à la fois par ses sinistres et par son ciblage. Nous avons à notre disposition des moyens réglementaires, à savoir la possibilité de définir des dispositions générales qui valent la réglementation, des recommandations, on va y revenir tout à l'heure, puisque une a été élaborée avec votre organisation professionnelle vis-à-vis de vos entreprises. Nous avons un pouvoir de contrôle. Mais nous avons surtout une équipe de 750 ingénieurs, conseils et contrôleurs de sécurité répartis sur tout le territoire qui sont d'abord là pour vous conseiller dans les démarches que vous entreprenez, notamment en matière d'investissement. Et ils s'appuient notamment sur leur laboratoire, centre de mesure physique, pour faire les analyses dont ils ont besoin, ainsi que, et vous pouvez y avoir accès, bien entendu, naturellement, à des centres de documentation qui sont là lorsque vous avez des questions relatives à la prévention pour pouvoir y répondre et vous fournir les documents qui vous intéressent. Donc, c'est à retenir. Et nous avons aussi à notre disposition des équipes de formation qui conçoivent des programmes de formation. Donc, nos actions sont essentiellement du conseil pour 95% de nos actions, de l'information, de la formation, des études. Nous produisons des normes techniques. Nous travaillons sur la normalisation au niveau européen. Nous faisons aussi de la recherche. Nous faisons aussi, eh bien, malheureusement, des enquêtes lorsqu'il y a des accidents du travail graves ou mortels qui se produisent dans les entreprises. Et puis, nous instruisons des dossiers financiers. À savoir donc que lorsqu'on parle de l'assurance maladie et risque professionnel, on parle donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi de l'INRS, que vous connaissez peut-être plus, qui est notre organisme de recherche en matière de sécurité, et d'Eurogip, qui a une action au niveau européen pour essayer de définir des standards communs au niveau de l'Europe. Nous sommes organisés en 20 caisses régionales. Donc, vous avez la projection sur votre carte et donc je pense que vous la connaissez. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos actions sont définies nationalement, mais par contre, elles sont ensuite, en matière de réalisation, déployées par les différentes caisses régionales. Et donc, lorsque vous aurez une demande à adresser, c'est au niveau de la caisse régionale dont vous dépendez qu'il faut s'adresser. Donc, ces caisses régionales, c'est la CRAMIF et les autres s'appellent les CARSAT. Voilà donc rapidement brosser un petit peu qui nous sommes et nos moyens d'action. Donc je vais rentrer maintenant dans ce qui vous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les contrats de prévention. Alors les contrats de prévention sont rendus possibles lorsqu'il y a une convention nationale d'objectifs qui est signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et la profession qui vous représente. Donc en l'occurrence c'est le cas, une CNO a été signée et est opérationnelle depuis le 1er mars 2019 jusqu'à fin février 2023. Elle est nécessaire et notamment c'est un engagement entre deux parties. D'une part, votre organisation professionnelle DLR, donc, en tant que signataire, s'est engagée sur une politique de prévention, s'est engagée sur l'animation des entreprises, ce que l'on fait notamment aujourd'hui, s'est engagée sur des actions de communication et s'est engagée sur des travaux d'élaboration de recommandations. Alors, on va parler d'une en particulier là tout de suite, mais sachez que vous avez plusieurs recommandations qui concernent vos entreprises et que vous êtes censé mettre en œuvre dans le cadre de vos activités. Donc, je vais changer de présentation pour vous montrer à quoi ressemble une recommandation. Voilà. Est-ce que vous voyez le document? Je n'ai pas l'impression. Pas encore. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, sur le site de la CNAM, donc on y reviendra en fin de présentation. Donc, vous avez la possibilité de trouver tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, il s'agit de la recommandation R504, prévention des risques liés aux activités de commerce, distribution, location et réparation de matériel, de bâtiments, travaux publics et de manutention, DLR. Cette recommandation a été adoptée en mars 2019 et était une des conditions pour que l'on
mettre en place ensemble la Convention nationale d'objectifs. C'était la première pierre de la politique de prévention, à savoir essayer de définir des règles communes qui s'appliquent dans l'ensemble des établissements en matière de prévention. Donc, sans y passer trop de temps, je vous invite donc à la regarder, mais je vous fais défiler un peu sa composition. Vous avez quelques grands chapitres, le préambule qui explique pourquoi on l'a fait. Le champ d'application, en fait, vos entreprises, mais aussi il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas concernées. L'objet de la recommandation, particulièrement les risques qui concernent vos métiers, les chutes de plein pied et heurts, les chutes de hauteur, les objets en cours de manipulation, les troubles musculo-squelettiques, le risque routier et l'exposition à des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc, une fois qu'on a déterminé ensemble les principaux risques, on est arrivé sur les mesures de prévention. Alors, il y en a un certain nombre en fonction des situations. Et vous pourrez voir qu'à un certain nombre d'endroits, elle est illustrée entre des bonnes et des moins bonnes pratiques. Donc, l'objectif... Alors, ce qui est important, c'est que à travers cette recommandation, vous y retrouverez les objectifs de la Convention nationale d'objectifs, puisque celle-ci vise à vous accompagner lorsque vous mettez en œuvre les mesures qui ont été préconisées dans la recommandation. Je reviens sur ma présentation. Donc, c'est le premier point. Donc, cette Convention nationale d'objectifs, est-ce que je suis bien revenu pour vous sur le diaporama? Oui, c'est tout bon. C'est bon. Très bien. Donc, cette Convention nationale d'objectifs, donc c'est un contrat entre votre organisation professionnelle et la CNAM. Et cette convention vous permet, vous, de faire un contrat avec les caisses régionales. Alors, le contrat que vous passerez avec les caisses régionales, c'est un contrat d'adhésion à la Convention nationale d'objectifs. Donc, c'est ça sa forme juridique. C'est important. Et donc, il faut que le projet corresponde au moins à un des objectifs qui ont été fixés dans la Convention nationale d'objectifs. Donc, c'est la première condition qu'il faut pour adhérer à un contrat de prévention, c'est que vous envisagiez d'améliorer la situation vis-à-vis d'un des risques ciblés, et à savoir qu'on a retenu les risques liés à l'exposition aux produits dangereux. Alors, je ne vais pas vous les détailler, mais vous les connaissez suffisamment, puisque vous êtes exposé à de nombreux produits dangereux, qu'ils soient volatiles, les solvants, les peintures, les gaz d'échappement, les poussières, les fibres d'amiante, etc. Vous avez des risques importants pour les membres supérieurs, donc liés notamment à l'utilisation de gros outillages, des monte-pneus, etc. Et vous avez les risques liés aux manutentions manuelles et aux postures de travail. Donc, pour pouvoir faire un contrat de prévention, il faut que vous visiez, parmi tout ce que vous avez l'intention de faire, au moins un de ces objectifs. Donc, pas exclusivement, mais au moins un de ces objectifs. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un contrat de prévention, c'est qu'en 4-5 mesures, donc il en faut au moins une qui corresponde à ce type d'objectif. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le contrat de prévention, lorsqu'on le fait, il a un enjeu de communication, aussi bien pour la CNAM que pour votre branche professionnelle. L'idée, c'est de mettre en avant les mesures que vous avez mises en œuvre pour démontrer ou de faire témoigner, c'est le cas par rapport aux 2 entreprises qui vont témoigner aujourd'hui, de ce que ça a pu leur apporter de manière concrète. Et donc, ça sera l'objet du débat tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Alors bien entendu, on ne va pas demander à tout le monde d'intervenir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des contrats de prévention. Mais disons que nous sommes susceptibles de vous demander d'intervenir à une occasion pour dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez du travail que vous avez fait et de ce que vous avez mis en œuvre chez vous. Autre chose importante à savoir, si vous avez des instances représentatives du personnel, elles doivent être consultées et informées de ce projet de contrat de prévention. Consulter, c'est normal, lorsqu'il y a tout projet d'amélioration et de travaux dans une entreprise doit faire l'objet d'une consultation du personnel, et bien informer du fait qu'on va aider l'entreprise. Donc, c'est un élément essentiel. Mais vous l'avez compris, nous sommes paritaires, la CNAM, et donc par conséquent, ce volet information du personnel est donc nécessaire lorsqu'on fait un contrat de prévention.
En matière d'éligibilité, alors pour bénéficier d'un contrat de prévention, il faut d'abord, je reviens, que votre entreprise rentre dans le champ d'application de la Convention nationale d'objectifs. Et donc là, un des points à vérifier, c'est sur votre déclaration annuelle en matière sociale, votre code risque. A priori, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous devez être sous le code risque 516 NC pour la plupart, si je me trompe. Mais donc ça, c'est une condition nécessaire, puisqu'en fait, le contrat de prévention va être réservé uniquement aux entreprises de ces codes risques-là. Le deuxième élément important, c'est que l'effectif de votre entreprise est de moins de 200 salariés. Alors, on ne parle pas de groupe, on parle d'entreprise, c'est-à-dire un CIRAN. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire un contrat de prévention par établissement, c'est-à-dire par SIRET, si vous avez plusieurs établissements. Mais dans tous les cas, il y a une limite maximum de 200 salariés. Ensuite, un autre principe important, mais qui parfois est oublié, c'est-à-dire qu'il faut être à jour de ses cotisations sociales, notamment. Nous avons quand même pour principe de ne pas aider ceux qui ont une trop grosse ardoise avec nous. On préfère attendre qu'ils nous remboursent. Et 3-4 derniers points, avoir un projet concret de prévention et notamment, il est important de revoir l'évaluation de vos risques avant de nous contacter. Bon, comme c'est une obligation réglementaire, il est important que votre DU soit à jour. Alors, si jamais ça n'était pas le cas, ce n'est pas forcément grave, vous pouvez éventuellement demander conseil à votre contrôleur de sécurité pour qu'il vous accompagne dans cette démarche-là. Mais en principe, au moment où vous allez contacter la CARSAT, il vaut mieux que vous ayez quand même fait un point sur votre document unique, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, s'il est à jour, s'il n'est pas à jour, puisqu'en fait, théoriquement, le plan d'action que vous allez mener en matière de prévention a été décrit dans ce DU. Voilà. Mais bon, il y a des manières de s'arranger, il y a moyen de s'arranger avec les caisses régionales sur ce plan-là. En ce qui concerne, par contre, une ou deux conditions qui sont quand même absolument essentielles, il ne faut pas être sous injonction aux cotisations supplémentaires. Si jamais votre entreprise est sous injonction, ça veut dire que la situation est, comment dire, stratégiquement dégradée avec la CARSAT. À ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier d'une aide si la caisse vous a exigé que vous fassiez quelque chose. Donc, il y a un choix qui s'est posé à un moment donné dans votre relation, et donc il faut terminer cette injonction avant de pouvoir bénéficier de cette aide. Par contre, si vous avez eu dans le passé une injonction, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être aidé, au contraire, du moment que ce qui avait été fait dans le cadre de cette injonction a été réalisé. Et donc ensuite, vous réintégrez le champ de tous vos confrères pour pouvoir avoir accès au contrat de prévention. Une règle qui, par contre, fait souvent des difficultés pour vous, mais il ne faut pas avoir déjà commandé ce qui fera l'objet du contrat. Tout ce qui a déjà été commandé et donc n'a pas pu faire l'objet de discussions préalables avec la CARSAT ne peut pas être pris dans le champ d'un contrat de prévention. C'est très important parce que parfois les délais sont longs de discussion et parfois vous voulez aller vite. Donc la vitesse, on la comprend très bien, mais dans ce cas-là, on ne peut pas vous aider. Donc ça, c'est important à retenir comme situation pour faire une démarche de contrat de prévention. L'autre élément, alors je suis désolé de regarder un petit peu pour l'instant tout ce qui fait, toutes les conditions qui fait que vous ne pourriez potentiellement ne pas avoir de contrat de prévention. Il y a aussi un principe, c'est qu'on ne peut vous aider que lorsqu'il reste de l'argent. Et donc, chaque caisse est dotée d'une enveloppe budgétaire annuelle. Il est possible que vous arriviez à faire une demande à un moment donné où la caisse a déjà pris des engagements avec un nombre important d'entreprises et ne peut plus prendre d'engagement. Dans cette configuration-là, deux manières de réagir. Soit votre projet est urgent à ce moment-là, écoutez, il faut avancer sans notre aide. Soit vous avez un peu de temps et il faut revenir demander de l'aide et notamment se repositionner éventuellement sur un exercice budgétaire suivant. Quand je dis se repositionner sur un exercice budgétaire suivant, c'est plutôt sur la deuxième moitié de l'année qu'il faut envisager les projets qui auront lieu l'année d'après.
Enfin, ce n'est pas un dû, il faut un accord sur le contenu. Lorsque vous allez avoir un projet, vous pouvez avoir la personne à la caisse qui va venir vous voir peut repérer des risques que vous n'aviez pas envisagés. Et à ce moment-là, il peut y avoir des discussions sur ce cas de figure-là. Ou éventuellement, et c'est le rôle de conseil des contrôleurs de sécurité, c'est qu'ils peuvent aussi vous orienter vers d'autres solutions que celles que vous aviez envisagées. Donc, toujours se dire que c'est un accord entre la caisse et vous, et c'est ça qui va faire le contrat. Donc, ce contrat de prévention, il permet de bénéficier du conseil des équipes de la caisse, éventuellement de la sollicitation des laboratoires et des centres de mesure physique pour affiner une problématique, par exemple en matière de polluants. Vous pouvez obtenir une aide financière et l'aide financière va couvrir à la fois des possibilités de conseil, un ergonome, un psychologue, un cabinet, qui fait des études sur la ventilation, etc. Des équipements, sont finançables, l'amélioration des lieux de travail, des aspects formation. L'enveloppe d'aide que vous pourrez avoir tourne en général autour de 25%, 15 à 70% suivant les cas de figure. 70%, c'est uniquement pour des problématiques de formation ou de conseil, pas pour des équipements ou du matériel. Mais retenez que c'est un peu l'ordre de grandeur, c'est 25%. Et puis évidemment, si vous avez un très gros projet, le montant est forcément pas le même que sur un plus petit projet. Donc tout ça s'apprécie au cas par cas. Quand vous allez aborder la CARSAT, en fait, vous prenez un rendez-vous. Et je ne peux que vous conseiller de prendre un rendez-vous très en amont du projet. Parce que ça permet déjà d'échanger avec votre contrôleur. Retenez que souvent, il y a une évolution de votre projet initial dans le contact avec l'agent de la caisse. Si votre projet est à moins de 3 mois, ne faites pas de demande de subvention. Là, techniquement, c'est quasiment impossible d'avoir un contrat de prévention dans un délai plus court. Vous êtes libre de contractualiser. Ce n'est pas parce que vous avez fait une approche que finalement vous irez de vous-même au bout du projet, soit parce que vous voulez aller plus vite, soit parce que vous avez des incertitudes, soit parce que les discussions ne vous permettent pas d'aller vers l'accord que vous souhaitez. Donc vous êtes totalement libre de contractualiser avec la caisse, donc retenez bien. Et enfin, par contre, si vous faites un contrat, il faut aller par contre jusqu'au bout. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle le contrat s'appelle avance en matière réglementaire, et lorsque vous êtes allé jusqu'au bout de votre contrat, ça devient une subvention ferme et définitive. Je suis conscient de vous donner beaucoup d'informations, mais je pense que c'est utile de vous les donner. Alors, je vous fais un petit point rapide sur autre chose. Il existe d'autres aides que les contrats de prévention, ce qu'on appelle les subventions prévention TPE, qui sont, elles, accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés, qui auront un montant maximum de 25 000 € d'aide. Alors, vous en avez 4. Une qui s'appelle TMS Pro Diagnostic et qui vous permet de financer un ergonome, une formation en ressources internes en matière de prévention des TMS, qui vous permet ensuite d'acheter des équipements suite à cette étude qui aura été menée avec un financement de 50%. Vous avez une autre aide qui s'appelle l'équipe mobile qui permet d'acheter des tireurs pousseurs ou des roues motorisées. Et vous allez avoir, donc ça sera surveillé, une subvention industrie et garage qui permettra de financer quelques équipements qui vous concernent. Voilà. De la même manière que pour les conventions nationales de l'objectif, il faudra vérifier que vous êtes bien dans le champ d'application de la subvention prévention TPE. Et enfin, toutes ces informations que je vous donne, et notamment si vous avez une recherche sur ces subventions de l'assurance maladie, tout est disponible sur le site amélie.fr, entreprise santé au travail. Et ensuite, c'est aide financière pour aide financière. Si vous cherchez la recommandation, c'est sous recommandation. Voilà ce que je peux vous dire de manière très résumée sur l'approche contrat de prévention. Puis après l'intervention de vos collègues, eh bien, je répondrai à vos questions. Merci bien. Merci, Monsieur Fougerouz. Je vais donner la parole à Madame Dury pour témoigner de son expérience avec la CNO.
Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons bénéficié de cette subvention. Alors, nous, ça concerne un projet qui est situé en Île-de-France. Donc, nous avons effectivement travaillé avec la CRAMIF. C'était la construction d'un nouvel atelier de 700 mètres carrés pour l'entretien, réparation, maintenance de nos matériels de travaux publics, puisque donc, nous sommes loueurs de matériel de travaux publics. Alors, j'insisterai effectivement sur un point qui a déjà été mentionné, qui est que ça demande un certain temps. Donc oui, il faut s'y prendre suffisamment en avance, c'est clair. Nous, c'est un projet, nos premiers contacts avec la CRAMIF ont eu lieu en avril 2019. Donc, ça venait de se mettre en place, la CNO, puisqu'elle a été signée avec le DLR en mars. Donc, on a eu nos premiers contacts en avril 2019. On a eu la visite d'un inspecteur. Notre première rencontre avec un inspecteur, c'était en juin 2019. Et nous avons signé la convention réellement en décembre 2019. Donc, effectivement, vous voyez, avril, juin à décembre, ça nous a pris environ 6-8 mois pour définir exactement ce qu'il y aurait dans la convention et l'aide qui nous serait apportée par la CRAMIF. Bon, au cours de nos discussions, il y a eu effectivement quelques modifications de notre projet suite aux recommandations ou, dans un cas, exigences de la CRAMIF pour pouvoir nous apporter une aide financière. Ils nous ont amené à redéfinir un petit peu notre projet en exigeant sur certains points, par exemple, un niveau de sécurité supplémentaire ou un niveau de prévention un petit peu supplémentaire à ce qu'on avait initialement prévu. Donc, bon, on a eu un travail en collaboration, j'allais dire, sur ces différents points. Un autre sujet, effectivement, avant de rentrer un peu dans le détail des aménagements que nous avons faits et sur lesquels nous avons été subventionnés, c'est le point de, effectivement, ne faut pas commencer le projet avant d'avoir signé l'accord avec la CRAMIF. Puisque nous, on nous l'avait bien précisé et effectivement, on a essayé de s'y tenir. Alors, c'est vrai que quand on est lancé dans un projet et que ça traîne un petit peu ou qu'on a la perception que ça traîne un peu côté CRAMIF, c'est un peu frustrant par moment, puisque on peut prendre un peu de temps pour décider ce qu'on veut faire, mais une fois qu'on a décidé, on a envie d'y aller et d'y aller un petit peu vite. Et on peut se sentir un peu ralenti dans l'avancement du projet. Juste un petit point, effectivement, nous, on a bénéficié quand même, puisque donc on a signé en décembre, on a bénéficié de ce qu'ils ont appelé un préavis de 2 mois. Donc, on avait le droit de faire rentrer dans notre périmètre des équipements que nous avions commandés à partir d'octobre 2019. Donc, ils nous ont accordé comme ça. À la fin, ça a un peu traîné. Ils nous avaient accordé un préavis de 2 mois. Donc, signature en décembre 2019, mais nous avions eu le droit de prendre dans le périmètre des éléments qui avaient été commandés à partir de octobre 2019. Alors, dans ce qui nous a été pris en charge par la CRAMIF, donc je vous ai dit, on a construit un atelier entièrement, hein, donc à neuf, nous. Ce qui a été pris en charge, c'est tous les équipements que nous avons mis en place pour les risques liés aux nuisances chimiques. Donc, effectivement, nous avons mis en place un système de captage pour les gaz d'échappement afin de réduire le risque d'inhalation des gaz d'échappement. Un système de captage pour les fumées liées aux opérations de soudure. Également pour réduire ce risque. Et également, tout ce qui était un système de distribution pour les fluides. Alors, pour distribution des fluides neufs et récupération des fluides usagés. Donc, ça, c'est essentiellement les fluides moteurs, hein, donc tout ce qui était huile. Donc, sur cette partie qui était une partie assez conséquente, sur tout ce qui est nuisances chimiques, nous avons eu une subvention qui était de 40%. Donc, ce qui nous a permis effectivement d'aller sur certains points un peu plus loin même que ce que nous avions initialement décidé pour notre projet, puisque le fait d'avoir une subvention financière nous a permis d'augmenter un petit peu notre budget.
Le deuxième sujet sur lequel nous avons une subvention, ce sont les risques liés aux chutes, de hauteur. Alors, nous, dans notre atelier, nous avons construit une fosse et nous avons été aidés par la CRAMIF sur le système du rideau de protection de la fosse. Et c'est notamment sur ce point-là où on a été amené à faire des modifications exigées par la CRAMIF. Donc, en fait, on a fini avec un système de volet roulant automatique se déclenchant et s'arrêtant s'il y avait présence d'un corps. Donc, avec installation de cellules permettant d'identifier la possibilité que soit quelqu'un tombe et donc un arrêt automatique du rideau roulant. Donc voilà, donc on a été aidé sur ce point-là. Là, on a eu une subvention qui représentait 20%. Ensuite, le troisième point, c'était sur tous les risques liés aux manutentions manuelles et levage. Donc, c'est l'installation d'un pont roulant et également des portes sectionnelles automatiques pour l'atelier. Là, nous avons une subvention de 40%. Ensuite, un point sur les risques liés aux nuisances physiques. Nous avions un compresseur pneumatique dans l'atelier et afin de réduire les nuisances liées au bruit du compresseur, il a été installé à l'extérieur de l'atelier. Donc, ce qui nous a amené à faire des travaux un petit peu supplémentaires, notamment fondation, maçonnerie et puis abri pour l'isoler. Et donc, nous avons été aidés aussi sur ce point-là avec une subvention qui représentait 20%. Et le dernier point, c'est ce qui donc est identifié comme étant risque lié aux ambiances physiques. Là, c'était par rapport à la fatigue oculaire. Et donc, nous avons fait une installation en éclairage LED afin de réduire cette fatigue oculaire. Et sur ce sujet-là, nous avons une subvention de 25%. Donc, en totalité, sur ces différents points que j'ai énumérés, nous, la subvention que nous avons reçue correspondait à 34% des dépenses engagées pour ces différents points. Voilà, donc c'est la subvention que nous avons reçue de la CRAMIF. Donc, dans le déroulé, nous avions effectivement soumis l'ensemble de nos devis avec les explications techniques des opérations que nous souhaitions réaliser à la CRAMIF préalablement. Elles ont été validées après correction sur certains points. Ensuite, donc nous avons réalisé nos travaux, nos installations. Nous avons eu en fin de projet un examen sur site, puisque dans la convention qui avait été passée, nous avions un certain nombre de seuils à respecter. Notamment en termes de bruit, il fallait qu'on soit en dessous d'un certain seuil. En termes de luminosité, il fallait qu'on soit à un certain seuil également. Sur les gaz d'échappement, il y avait également des seuils à respecter. Donc, à la fin de notre projet, nous avons eu donc un inspecteur qui est venu vérifier sur site que l'ensemble des critères étaient bien respectés. Suite à cet examen de passage final réussi, nous avons reçu la subvention sur fourniture de l'ensemble des factures et des documentations techniques des installations réalisées. Voilà, donc nous avons reçu le versement. Donc, pour nous, évidemment, ça a été très positif, puisque je vous dis, ça nous a permis d'augmenter le budget initialement prévu pour l'installation de notre nouvel atelier. Et nous avons une satisfaction de nos mécaniciens, techniciens assez élevée, puisque nous avons pu… nous avons un atelier tout neuf et avec à la pointe, puisqu'on l'a réalisé sur l'exercice 2019-2020, avec un certain nombre d'équipements qui facilitent leur travail, qui améliorent leurs conditions de travail. Donc, c'était une belle opération. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas. Effectivement, ça ressemble à une très belle opération. Je vais laisser la parole à Philippe Berthaud. Donc, si vous voulez activer votre caméra et ensuite, je vais vous laisser parler à travers du coup mon téléphone. Alors, ce qui est important pour que ça fonctionne, Philippe, c'est que vous baissiez le son de votre ordinateur à fond de manière à ce qu'on ne vous entende pas deux fois à travers mon téléphone. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci Mathieu. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon.
Très bien. Donc, effectivement, nous avons également, nous, de notre côté, pu bénéficier d'une subvention CNO dans le cadre de nos activités. Donc, comme je le disais très rapidement tout à l'heure, nous sommes donc dans des activités de distribution et de location d'engins de travaux publics. Dans la partie location, sur 3 agences, il nous est apparu opportun d'investir dans des gerbeurs, donc des équipements de manutention et de levage, pour aider à la manutention et soulager nos techniciens, nos mécaniciens, pour tout ce qui était activité de mécanique, pour tout ce qui est activité de rangement, de stockage, et pour l'aménagement global des ateliers. Donc, au regard de ce besoin, nous nous sommes rapprochés de la CARSAT Centre avec l'un de nos interlocuteurs, Monsieur Simon, qui est le contrôleur CARSAT, qui est spécialisé, en tout cas qui est spécialisé en 2019 et affilié au suivi des dossiers de subvention CNO. Et nous sommes donc partis sur un dossier. Alors, pour tout vous dire, au début, nous étions partis sur un projet de subvention TMS Pro. Je crois que Monsieur Fougeroud en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un repli autour d'expérience. Mloc est une société qui regroupe plusieurs agences, donc avec plusieurs sirettes. Chacune de ces agences, celle de Bourges, celle de Châteauroux, celle de Saran, ont toutes moins de 50 personnes en effectif. Donc, on pensait pouvoir bénéficier de TMS Pro. Malheureusement, pour le TMS Pro, M. Fougeroud en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, c'est le sirène qui compte. Et donc, nous étions au-dessus de 100, mais on ne pouvait pas bénéficier de cette subvention. On était un petit peu déçus, on a cru que c'était mort. Heureusement, les LR avaient initié les démarches et donc étaient enregistrés auprès du CNO. Et donc, on a pu basculer sur la subvention à travers le contrat de prévention. Et donc faire un dossier de contrat de prévention pour Bourges, pour Saran et pour Château. Donc 3 gerbeurs identiques qui répondaient à des besoins identiques. On a donc des ateliers qui représentent le cœur de notre activité. Pour tout ce qui est location d'engins de travaux publics, vous savez peut-être, sinon je ne sais pas, je vous explique très rapidement. Donc nous faisons de la location d'engins de travaux publics sans opérateur. Ces équipements doivent être conformes à la réglementation, déjà parce que c'est la loi et parce que c'est une question de bon sens. Les équipements doivent être en bon état, être sûrs à l'utilisation. Donc on fait de l'entretien, de la réparation, de la remise en service pour également assurer un niveau de satisfaction le plus élevé possible auprès de nos clients. Pour cela, on avait besoin de travailler avec les engins eux-mêmes, mais avec des pièces, des équipements de travail, des outils que nous devons stocker sur place ou à l'extérieur. Et donc, nous avons besoin d'optimiser cet espace et les zones de travail. Donc, nous avons investi dans des racks, par ailleurs, des racks de stockage. Nous avions un problème d'utilisation de ces racks, d'espacement, de disposition et de manutention pour pouvoir utiliser ces racks, des racks qui permettent de ranger sur des palettiers jusqu'à 4 mètres de hauteur. Il fallait qu'on puisse avoir à disposition pour nos collaborateurs, pour le rangement, pour la manutention en tant que telle, parce qu'on parle de pièces qui font quand même entre 50 à 200 kilos. Ça peut être des petits engins, mais ça peut être des dents de godet, ça peut être des pièces métalliques. Voilà, donc on a besoin effectivement de pouvoir les manipuler, et pour ça on a besoin donc d'investir dans des gerbeurs. Ces gerbeurs rentrent tout à fait dans le périmètre proposé, imposé par le plan de prévention. Monsieur en a parlé tout à l'heure. Effectivement, donc, il y a une problématique de risque chimique, il y avait une problématique liée aux félicitations des membres supérieurs et la problématique liée à la manutention. Donc, ça rentrait tout à fait dans ce périmètre. Et donc, on a fait un dossier aidé en cela par le contrôleur de la CARSAT, M. Simon. Donc, le dossier a été initié à l'été 2019. Il s'est déroulé jusqu'en janvier 2020. Bon,
ça peut paraître un peu long, même un peu plus long qu'ils ont prévu. Mais ayez à l'esprit que vraiment, on a perdu 1 mois avec le dossier TMS Pro. On avait donc commencé à initier un dossier TMS Pro, donc on a perdu 1 mois par rapport à ça. Donc en fait, il faut compter, en tout cas dans notre deux expériences, compter 6 mois pour arriver au bout de ce dossier. Entre le moment où on initie la démarche et le moment où on a dans les agences les engins de manutention. Donc voilà, en gros pour nous, en retour d'expérience, vraiment, ce qu'il faut bien savoir, ce qui est important, c'est bien impliquer les représentants du personnel, donc le CSE, ça c'est très important. Après, ça fait partie souvent des routines dans les sociétés, mais c'est un point très important. Déjà, pour les solliciter, pour avoir les meilleurs outils, c'est quand même eux qui s'en servent derrière, en tout cas c'est via les représentants. Ce sont nos mécaniciens et techniciens qui l'utilisent. Donc, il faut que ça réponde déjà à un besoin réel en termes d'activité et puis que ça leur apporte une plus-value. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi, sachez-le, faire une étude ergonomique. Nous, on est passé par la médecine du travail qui a fait donc une étude ergonomique et qui a validé ce dossier. Donc, étude ergonomique faite par une ergonome de la médecine du travail. Là, en l'occurrence, c'était la PST 18 qui nous a fait cette étude ergonomique. Étude ergonomique qui a prévalu pour les trois ateliers, puisque c'était le même type d'activité, les mêmes configurations, le même usage, le même matériel. L'étude ergonomique qui a été faite sur le site de M-Bloc Bourges a été validée pour les deux autres demandes sur Châteauroux et pour ça. Donc voilà, en retour d'expérience qui me paraissait intéressant de vous rappeler. Sinon, par ailleurs, après, il y a des dossiers administratifs à satisfaire, l'URSSAF, des attestations, il faut rédiger un projet, bon, ça c'est normal, c'est structurant et ça permet de bien valider que l'on répond aux besoins et aux attentes opérationnelles et auprès de nos utilisateurs. Et aussi un point important, sachez-le, mais ça a été dit tout à l'heure, je pense, il faut que le document unique soit à jour. Voilà. Ça, c'est un point aussi important. Bon, si ce sujet est traité, ça permet en plus de faciliter la démarche. On sait déjà de quoi on parle, parce qu'on a déjà évalué les risques dans son activité professionnelle. Voilà pour moi. Merci Philippe. Et vous disiez tout à l'heure, le montant des investissements qui ont été pris en charge, c'était 40%, c'est ça? Oui, tout à fait, Mathieu. J'ai oublié de le rappeler. Nous avons effectivement pris donc trois gerbeurs. 6 gerbeurs ont été pris en charge dans une subvention autour de 40% pour chaque adhésion. Donc ça fait quand même déjà une somme relativement significative. C'est très intéressant en termes d'appui et de soutien financier. Merci beaucoup Philippe. On va pouvoir terminer cette heure qui nous reste ensemble par la partie questions-réponses. Donc, nous sommes tous là, les personnes qui ont pris la parole jusqu'à présent, à votre disposition. Donc, j'ai déjà relevé quelques questions. Je vous laisse répondre les personnes concernées si jamais. La première question qui a été posée, c'est: peut-on demander à sa caisse régionale de venir réaliser un audit pour évaluer la situation de l'entreprise? Monsieur Fougerousse, peut-être? Oui, alors la caisse régionale peut venir pas faire un audit parce que ça va pas être son rôle, mais en tout cas venir pour donner son avis. Oui, ça c'est possible. Elle a sollicité et elle apprécie particulièrement ce type de démarche. Parfait. Également une question qui a été posée sur les délais moyens d'instruction. Donc, c'est quelque chose dont on a répondu en cours de présentation et puis après avec les témoignages de Madame Dury et Monsieur Berthaud. Il faut compter 3 à 6 mois.
Donc, c'était plutôt 6 mois pour Madame Dury et Monsieur Berthaud. On a un troisième adhérent avec qui j'ai pu échanger sur les contrats de prévention qui, lui, était plutôt sur une période de 4 mois. Alors, ensuite, j'ai des questions. C'est extrêmement variable en fonction des configurations et du moment où la demande est faite. Il faut imaginer que vous êtes dans un flux de demandes. Quand vous vous adressez à une demande à la CARSAT, peut-être qu'il y a 10 autres entreprises qui ont fait une demande au même moment, ou peut-être qu'il n'y en a qu'une. Et alors, en fait, ça va changer considérablement les choses ensuite dans le délai de réalisation. Voilà, c'est là où c'est très difficile de s'engager. Et c'est vrai que actuellement, ça tourne plutôt en moyenne autour de 6 mois que de 3 mois. Voilà. Mais parfois des arguments, enfin, parfois la CARSAT peut comprendre certains arguments et que quand il y a un projet qui est déjà très avancé et que ça risque de tout bloquer, elle peut essayer d'accélérer. Mais faut pas arriver en leur disant voilà, c'est pour demain matin, ça serait difficile. Très bien, merci. Question suivante, est-ce qu'il est possible d'envoyer la présentation à la fin du webinaire? Je parle avec votre accord, Monsieur Faugerose, mais je pense que oui. Bien sûr. Donc, ce sera fait. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, est-ce qu'il s'agit d'une subvention directe? Est-ce que ça nécessite uniquement une demande préalable à la CARSAT? Alors, non. Alors, il y a deux types de subventions différentes qui ont été présentées, hein. Il y a la CNO, donc, qui concerne les entreprises qui peuvent monter jusqu'à moins de 200 salariés, qui font l'objet de contrats de prévention. Et les autres subventions qui ont été présentées pour les TPE, donc les moins de 50 salariés, c'est les subventions TMS Pro, TMS Pro Diagnostic, TMS Pro Action, Équipe Mobile Plus et Industrie et Garage. Mais il y a quand même des conditions, il ne suffisait pas de demander. N'est-ce pas, Monsieur Fougerose? Alors en fait, maintenant, les demandes se font en ligne directement sur le site, sur votre compte employeur. Ça, c'est une chose que normalement, vous êtes tous amenés à avoir, dans lequel vous avez toutes les données relatives à votre sinistralité et votre situation de cotisation. Et donc, vous avez des boutons avec accès direct à la demande de subvention en ligne. Donc, effectivement, vous faites la réservation. Par contre, chaque subvention de ce type a ses conditions générales et ses conditions particulières. Et donc, en fait, il faut répondre aux différentes conditions spécifiques qui sont demandées. Donc, en général, en dehors de la taille de l'entreprise et du critère d'éligibilité, puisqu'on est à moins de 50 et puis des codes risques éligibles, on se retrouve sur un certain nombre d'éléments à fournir et notamment un devis qui doit être conforme aux conditions spécifiques de la subvention. Voilà. Et donc ça, vous le déposez en ligne et donc vous avez sous 2 mois un délai de réponse qui vous dit OK, vous pouvez y aller ou pas y aller, mais il n'y a pas dans ce cas de figure de déplacement du contrôleur. On est dans un cas de figure où on est assez cadré en matière de subvention et votre demande soit, alors vous pouvez savoir avant même de faire la demande si vous rentrerez dans les clous ou pas. Et par contre, le logiciel vous arrêtera si vous ne répondez pas à des questions directement. Donc vous saurez tout de suite déjà si vous n'êtes pas éligible. Et si vous l'êtes, par contre, là, il faudra le temps d'analyse par la caisse des pièces que vous aurez fournies. Merci. Voilà. Alors que le contrat de prévention, il y a forcément une demande un passage d'un contrôleur de sécurité chez vous. Est-ce qu'il existe un listing des CNO par branche? Je crois que toutes les CNO sont disponibles sur le site Amélie Entreprise, si je ne me trompe pas, Monsieur Fougerose. Absolument. En fait, pour une branche, pour la vôtre, il n'y a qu'une seule convention nationale d'objectifs. C'est celle dont on parle. Puisqu'en fait, elles vont toutes reprendre à peu près les mêmes choses, enfin, donc les spécificités, mais donc un même signataire n'est pas signataire de plusieurs conventions nationales d'objectifs. Donc DLR, c'est une seule CNO. Par contre, si votre entreprise a des établissements qui couvrent d'autres codes risques que ceux dont on a parlé dans le champ d'application. Alors effectivement, il faut aller dans le site. Alors vous allez sur le site d'Amélie et vous vérifiez s'il n'y a pas une CNO qui couvre cet établissement-là. Voilà, donc ça, c'est à savoir. Ou le plus simple parfois, c'était d'appeler directement sa caisse régionale et lui poser la question, voilà, je suis dans telle configuration, est-ce que je suis éligible à une aide? Et vous aurez une réponse sur ce plan-là. Mais disons, vous pouvez aller faire votre recherche vous-même sur Amélie. Parfait.
Pas compris la différence d'attribution des subventions en fonction du SIRET ou du SIREN. Est-ce qu'il est possible d'éclaircir ce point? Oui. Les conditions d'effectif sont relatives à une entreprise. Et une entreprise, c'est un SIRAN. Mais une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Et chaque établissement a un code qui s'appelle un SIRET. D'accord? Donc, pour en revenir à cet aspect effectif, puisque c'est la limite qui est là, vous pouvez avoir un effectif global, par exemple, de 150 salariés sur un SIRAN, qui sont répartis entre 3 établissements. Dans le cadre d'un contrat de prévention, donc on va dire par exemple un établissement de 45 salariés et puis 190 et puis un établissement de 40 salariés et 2 établissements de 55 salariés. Dans le cadre donc l'effectif global de 190 fait que vous pouvez vous êtes éligible à la CNO et donc à faire des contrats de prévention et vous pouvez faire bénéficier, comme ça a été le cas présenté par M. Berthaud, faire bénéficier 3 établissements, chacun d'un contrat de prévention. Donc en fait, c'est 3 aides possibles. Et en plus, avec une répartition géographique qui ne sont pas forcément sur la même CARSAT, donc vous pouvez avoir des établissements qui sont dans plusieurs régions et donc vous contactez pour chacun des établissements votre CARSAT. Donc voilà, là on est dans le cadre du contrat de prévention. Donc vous avez bien vu, vous avez un SIRAN commun pour les 3 établissements, par contre chacun a son SIRET. Le SIRAN permet de voir l'effectif de 200 salariés. Maintenant, si on se rapporte à les subventions prévention TPE type TMS Pro, pour lequel l'effectif de l'entreprise est de moins de 50 salariés, là on se rend compte que même s'il y a un établissement qui fait 40 salariés, par son SIRET, voilà, c'est clair, si son établissement il fait 40 salariés, par contre l'effectif de l'entreprise 190 salariés, c'est le SIRAN, il n'est pas éligible à la subvention prévention TPE. Je ne sais pas si j'ai réussi à éclaircir, à répondre à la question, mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous indiquer. Je pense que c'est bon a priori, enfin, de ce que je peux voir dans le chat. J'avais une question pour Madame Dury au sujet des portes sectionnelles, je pense. Est-ce que Madame Dury, vous pouvez revenir peut-être un peu dessus? Oui, alors nous, ce qu'on en a. Alors, initialement, on était parti sur un projet où on avait des portes sectionnelles à ouverture manuelle. Et dans le but justement de réduire l'effort, puisque finalement, ces portes, on les ouvre assez souvent, on est passé sur des portes sectionnelles à ouverture électrique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu une aide. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que DLR possède un listing des actions mises en place avec les adhérents via la CNO, avec les coordonnées pour échanger avec eux? Alors, nous, on a des remontées sur les contrats de prévention qui ont été réalisés. Si les adhérents nous en font le retour directement et on sait via l'assurance maladie quelles sont les entreprises qui ont pu bénéficier de cette CNO. Ensuite, par rapport au partage des coordonnées, je ne vais pas m'engager dessus. Si jamais vous avez des demandes, envoyez-moi un mail. Et moi, je prendrai contact avec l'adhérent en question si vous avez des questions et lui demanderai s'il est d'accord pour échanger. Mais je ne m'engagerai pas à leur place là-dessus. Si je peux me permettre, c'est tout à fait raisonnable de le faire comme ça, parce qu'effectivement, l'engagement de l'adhérent est vis-à-vis de vous, DLR, et de nous, CNAM. Par contre, pour ce qui concerne l'échange d'informations entre entreprises, il faut un accord, effectivement, au départ. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire comme ça. Voilà, donc il est midi 2. Je vais proposer qu'on clôture le webinaire. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu et si jamais il y en a d'autres qui vous reviennent plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je l'ai mis dans le chat. Je vous renverrai également ce mail en même temps qu'on vous enverra la présentation de ce webinaire. Je vous remercie particulièrement Madame Dury, Monsieur Fougerouz, Monsieur Berthaud d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous et puis
tous nos encouragements pour que vous ayez des meilleures activités possibles cette année-ci. Merci bien. Bonne journée.